Bonjour messieurs, bonjour Helmut. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, on a une actualité très particulière aujourd'hui, donc je voulais juste en aborder un petit mot parce qu'on doit parler de la souveraineté numérique. Une actualité dont on n'a pas encore toutes les informations, mais on comprend qu'une rupture de communication, ça a des conséquences énormes sur la société. Et je voulais juste vous poser une question, Helmut, vous qui êtes le patron d'OBS, d'Orange Business Services, c'est comment on gère une crise comme ça, en quelques mots? Bon Thierry, merci d'abord de poser cette question parce que ça m'a permis aussi de présenter mes excuses auprès de nos clients qui étaient touchés, surtout les numéros d'urgence. Sur votre question, comment on gère une telle crise, je dirais quelques mots là-dessus. Une, c'est la mobilisation tout d'abord. Et là, je peux vous confirmer, tout le monde, jusqu'au niveau du COMEX ou de Stéphane Richard, tout le monde était mobilisé, même pendant la nuit. Deux, c'est la gouvernance. Il faut avoir une responsabilité claire qui est aux manettes. Trois, c'est aussi la question d'expertise. Et ça, c'est un peu le lien avec la souveraineté. Tous les experts qui ont travaillé aussi pendant la nuit étaient en France. Ça facilite les choses, même langage, même endroit, pour trouver la solution. Et heureusement, dès le matin, le système est stable. Mais quand même, c'était, comme je dis toujours, un moment de vérité. Et le dernier mot que je dirais, c'est communication en interne, mais surtout avec vous, nos clients, là-dessus, qui étaient impactés. Merci d'avoir abordé ce sujet, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était important qu'on en parle. C'est important, c'est un moment de vérité. Alors, quelle est votre vision de la souveraineté numérique chez Orange Business Services? Bon, c'est un peu dans notre ADN, c'est-à-dire que nous sommes un opérateur de confiance, des infrastructures de confiance, et la particularité d'Orange Business Services, nous sommes un acteur aussi à niveau mondial. Nous agissons dans tous les écosystèmes digitaux au monde, en Chine, en Russie, en Europe, aux États-Unis. Et la réglementation, le cadre de souveraineté est, disons, complètement différent. En Russie, si vous pensez là, en Chine ou en Europe. En Europe, c'est le leader en ce qui concerne aussi la protection des données au cœur. Et c'est pourquoi c'est important d'être aussi un partenaire de confiance pour les entreprises, même dans ces endroits. Donc, il faut bien veiller comment est-ce qu'on gère les données. Et deuxième chose que j'aimerais dire là-dedans, il y a aussi une combinaison entre souveraineté digitale et aussi souveraineté économique. On a bien vu pendant le Covid comment est-ce que la société a survécu cette situation, à part des programmes gouvernementaux, etc. C'était aussi parce que nous avons basculé notre vie physique, les réunions, dans l'espace digital. Ouais. Mais c'est quoi l'espace digital? Ce sont les données finalement. Et c'est pourquoi cette question de données au cœur, c'est vital pour nous. Et nous, en tant qu'une société de services digitaux, née du réseau, nous avons l'avantage de voir les deux côtés. Les données dans le digital, mais aussi les transportant sur les réseaux et les infrastructures de confiance. Donc pour nous, ça c'est une question vraiment vitale. Et c'est pourquoi on a lancé aussi, en vue des annonces gouvernementaux qui étaient faites il y a quelques jours, un programme spécifique sur Bleu. Alors peut-être Cédric, vous qui êtes en charge des solutions de cloud de confiance, cette notion de souveraineté, comment elle s'articule par rapport à un sujet aussi stratégique que le cloud de confiance? Oui, clairement, les sujets de souveraineté numérique, déjà, il y a une définition qui reste parcellaire, souvent de la souveraineté numérique. Il n'y a pas une seule définition. En fait, un peu chaque entreprise vit ou chaque entité qui est assujettie à ce type d'enjeu a sa propre définition. Concrètement, je dirais, on peut se dire que sur les 2 dernières années, il y a eu un renforcement des enjeux de souveraineté numérique qui ont été perçus. Ils se matérialisent autour des sujets de localisation de données. Bien sûr, ça c'est la vision historique qu'on a des attributs de souveraineté numérique, mais ils se sont clairement élargis. Il y a les enjeux de réglementation qui sont applicables à ces données. Il y a les enjeux de localisation des équipes d'opération. D'ailleurs, c'est presque tout aussi important avec là aussi les réglementations applicables à l'endroit où se trouvent ces équipes d'opération. Il y a les enjeux de socle technologique. On a eu l'étude qui a été présentée ce matin, je pense, le mettait vraiment très bien en lumière. Il y a une évolution en termes de socle technologique. On voit aujourd'hui qu'il y a une maîtrise des socles technologiques assez faible en fait au niveau européen. On maîtrise certaines briques, mais en fait globalement les technologies numériques viennent plutôt d'en dehors des États-Unis, et donc il y a un sujet de compétence sur la mise en œuvre de ces technologies, sur la manière de savoir maîtriser
en termes de cybersécurité et en termes d'implémentation, en termes d'évolutivité, c'est-à-dire d'avoir des solutions qu'on implémente, fussent-elles sur des moteurs technologiques non européens, mais qu'on implémente de manière durable, sur lesquels on continue à savoir à intégrer des innovations et globalement, voilà, sont tous ces attributs qui forment en fait la perception de souveraineté numérique au global d'une solution. Et d'ailleurs, c'est un peu au travers de ces attributs de souveraineté qu'on a poussé un petit peu la définition des règles du jeu, de ce qui s'est appelé les policy rules au sein de l'écosystème Gaia-X, dont Orange est un membre fondateur, parce que ça nous permettait pour nous de matérialiser, de rendre concret justement ce qu'était la souveraineté numérique, parce que voilà, ces attributs de souveraineté, ils sont là concrètement pour illustrer cela. Alors, vous êtes un bon observateur du monde des entreprises, hein, puisque vous êtes à leur côté dans l'évolution et cette transformation digitale. Pour ces entreprises, les éléments essentiels de la souveraineté numérique portent sur quel sujet? Je dirais pas seulement le cloud, hein, le cloud étant essentiel, on vient de le dire, mais pour vous qui êtes observateur de ces entreprises, c'est quoi leurs enjeux de souveraineté numérique à vos clients? D'abord, je dirais, on a constaté pendant les dernières années, peut-être c'est aussi vu avec la dernière présidence aux États-Unis, vraiment une sensibilité qui s'est accrue beaucoup en ce qui concerne où sont mes données et est-ce que j'ai accès de données et est-ce que je contrôle l'accès. Est-ce qu'on en fait? Deuxième point, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est la question vraiment du fonctionnement, mais aussi non seulement du fonctionnement, c'est-à-dire l'intégralité des données, la protection de mes données et aussi l'accessibilité. Et aussi l'accessibilité en ce qui concerne, est-ce que c'est soumis à la législation extraterritoriale ou pas? Une grande question, surtout pour les entreprises européennes. Oui. Par exemple, sur la partie automatisation industrielle, nous avons de forts leaders en Europe, à niveau mondial. Si c'est Schneider Electric, si ça c'est Siemens, etc. Et ça, de plus en plus, les chaînes de valeur de ces entreprises basculent aussi vers le digital, Industrie 4.0. Et c'est vraiment une question, cette question, est-ce que je suis soumis avec un partenaire potentiel à cette législation américaine? Exactement. Donc cette intégralité des données, nous mettons beaucoup au milieu aussi vraiment cette question de human trusted data, les data de confiance, mais aussi qui servent les humains. Bien sûr, là, on a aussi une approche européenne là-dessus. Et à niveau global, il faut bien dire que, par exemple, aux États-Unis, vous avez des différentes approches. La Californie ressemble plutôt à prendre plutôt une approche vers l'Europe, aussi le Brésil, l'Argentine, tandis que bien sûr en Russie ou en Chine, c'est un peu plus loin, je dirais, diplomatiquement. Oui, la Californie qui s'est d'ailleurs inspirée des RGPD européens et qui a... Très bien. Cédric, quelles sont les applications qui vous semblent les plus critiques ou les plus sensibles de cette souveraineté numérique? Quand on regarde en fait les enjeux de souveraineté pour les entreprises, on va dire, sont des enjeux qui ont été évoqués déjà un petit peu ce matin dans les échanges. Ça va être des enjeux déjà d'autonomie de fonctionnement, d'indépendance. Donc, comment je fais en sorte qu'aujourd'hui, ce que je mets en place fonctionne et continue à fonctionner, que j'ai la main dessus. Comment je garantis ensuite le futur. Donc, comment je garantis de pouvoir continuer à évoluer sur mes solutions et comment j'assure la confidentialité des traitements que j'ai au travers de ces données. Ça sont un peu les valeurs qui sont au cœur des attentes de souveraineté numérique. Et ça se décline fondamentalement avec deux grands enjeux. Le premier, c'est évidemment, il y a un enjeu autour des infrastructures. Et on le voit d'ailleurs, les réglementations telles que la loi de programmation militaire, donc, qui définissent d'une certaine manière indirectement les opérateurs d'importance vitaux, ou la directive NIS, donc, qui est un peu la transposition au niveau européen de la loi de programmation militaire, qui a défini les opérateurs de services essentiels ou les fournisseurs de services numériques. Ils mettent l'accent sur des domaines où les infrastructures ou les services qui sont mis en place, ils sont essentiels au bon fonctionnement de la nation, et donc une disruption sur ces environnements poserait des sujets de souveraineté numérique. Il y a un deuxième plan qui est naturellement, évidemment, qui définit la souveraineté numérique, c'est quelle est la sensibilité des données qui sont manipulées. Parce que fondamentalement, aujourd'hui, on est dans un monde qui est un peu centré autour des données, dont la création de valeur est beaucoup centrée autour de ces données. Et donc, évidemment, si les données manipulées sont des données très sensibles,
va y avoir un enjeu de souveraineté qui est associé. Et on l'a vu aussi au travers d'un certain nombre de réglementations. C'est pour les données personnelles, le règlement général pour la protection des données, le RGPD, que vous évoquiez. Ou même, on l'a vu récemment, par exemple, dans la nouvelle stratégie nationale cloud qui a été annoncée par Bruno Le Maire, Cédrico, Amélie de Montchalin le 17 mai dernier, où les données des entreprises françaises ou les données des agents publics sont considérées comme des données sensibles et donc qui ont des enjeux de souveraineté associés. Et quand on prend ça en enjeu, on voit tout de suite qu'en fait, les domaines d'application, ils vont être à peu près partout. C'est-à-dire que voilà, dans le monde des ressources humaines, alors évidemment, les données personnelles associées aux personnes, aux salariés, elles vont être importantes, mais même au-delà de ça, la gestion des compétences. Elle manipule aussi des données potentiellement sensibles. Vous allez voir le domaine médical, évidemment. On l'a vu d'ailleurs au travers de la crise sanitaire. Le fait de pouvoir bénéficier et manipuler les données issues soit des remontées, malheureusement, des contaminations qui étaient identifiées ou des vaccinations, c'est un réservoir de données dont l'exploitation a des enjeux sensibles pour les laboratoires, pour les États. Et puis ça va se répercuter dans le domaine financier, évidemment, tous les comptes des entreprises, le domaine juridique, les contrats, ce genre de choses. Donc ça couvre potentiellement vraiment tous les domaines. C'est vrai qu'on se rend compte qu'une information qui pourrait paraître banale, finalement, avec le big data, avec plein de choses, on arrive à en extirper une valeur et ça peut devenir critique, du coup. C'est vrai. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de solutions que vous avez développées pour vos clients? Parce qu'on est avec beaucoup d'entreprises qui s'interrogent sur ces sujets, qui se posent la question de dire est-ce que je suis bien préparé à ces sujets-là? Comment je prends ces sujets? Comment vous avez opéré? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas finalement d'exemples, ou peut-être un cas d'exemple qui vous semble assez universel pour intéresser l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, je vais prendre un exemple qu'on a fait récemment qui est GRT Gaz. Évidemment, une structure très critique. Et avant d'entrer en détail là-dessus, permettez-moi juste de vous dire que toutes les entreprises ont fait deux grandes évolutions pendant les dernières décennies, je dirais. N'importe quelle entreprise a une chaîne de valeur. Quelque chose est dessiné, produit, après c'est vendu. Cette chaîne de valeur se sont mondialisées. Et maintenant, on a bien vu aussi la vulnérabilité, vu le Covid, avec les supply chains qui étaient disruptés. Donc, cette mondialisation, question mark, mais c'est pérenne. Deuxième question, c'était les chaînes de valeur se sont digitalisées. Et je fais référence à la présentation précédente où on a parlé de capter l'information et après, c'était les réseaux, la connectivité. C'est exactement ce que nous faisons. Nous appelons ça la chaîne de valeur digitale. Captation de données, après le transport sur les réseaux, après c'est le stockage et le traitement dans le cloud, souverain idéalement. Après, c'est l'analyse, big data, qui était présentée aussi. Et après, le human touch point. Il faut collaborer avec les données qui sont parfois définies sensiblement. Hein. Et bien sûr, de bout en bout, il faut les sécuriser parce que les risques peuvent être sur la zone industrielle, ça peut être aussi au point de vente ou dans le home office, par exemple, sur le travail à distance. Qu'est-ce qu'on a fait sur GRT Gaz? Nous avons développé ensemble avec les clients, et je dis ensemble, c'est une co-innovation parce qu'ils ont eu des besoins spécifiques, mais qu'on va répliquer aussi peut-être avec d'autres clients, qui s'appelle Flexible Safety. Ils ont un réseau de 32 000 kilomètres des pipelines de gaz. Sur 700 sites critiques d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a mis ensemble là, c'est vraiment de gérer le risque d'intrusion, les risques d'accès aux sites industriels. Donc c'est avec la vidéosurveillance, ce qu'on a mis là. Et là, c'est toujours une combinaison entre différentes compétences. Réseau, plus cloud, plus cybersécurité, comme c'était dit avant. Donc c'est toujours un bon mélange de bonnes compétences, donc digital, plus network native. Tu veux ajouter un autre? En tout cas, c'est un exemple qui montre tout l'enjeu aussi de la cybersécurité par rapport à ce domaine. On parlait avec EDF ce matin des risques liés au réseau énergétique, qui sont quand même un point crucial de souveraineté des États et des crises aux États-Unis. Est-ce que ça participe de cette réflexion quand vous avez une actualité, j'allais dire très forte, d'une réaction de tous les grands énergéticiens qui renforcent leur sécurité, et comment vous opérez dans ces cas-là? Absolument. La cybersécurité, c'est emballé dans toutes les solutions, soit dans le réseau, soit dans le cloud, mais c'est aussi un métier spécifique où il faut aussi, comme Cédric a déjà dit, traiter bien la formation et aussi travailler ensemble parce qu'il faut avoir cette approche zero trust.
Le risque peut être partout. Et donc, ça, c'est une approche qui est très, très adhérente à nous avec nos équipes de Orange Cyberdéfense, parce que c'est un des 4 nos piliers de croissance qu'on a définis. Je rajouterais peut-être juste en termes d'exemples, vous vouliez des exemples sur la partie implémentation de souveraineté numérique. Je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été évoquées et qui sont très importantes ce matin, c'est le sujet de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on peut fournir des infrastructures de confiance, c'est ce qu'on fait notamment au sein d'Orange Business Services, mais c'est aussi important si c'est implémenté derrière avec des services et des solutions de confiance. Donc on a par exemple aussi un partenariat qui a été réalisé avec Security.com qui fait des coffres-forts numériques de confiance justement pour stocker des contrats, stocker vos factures, ce genre de choses. Donc ça permet d'apporter du service de confiance bien au-delà des solutions de confiance, où comme le monde est quand même fondamentalement interconnecté, que les solutions de pure souveraineté numérique, elles sont quand même limitées par rapport à l'ensemble des solutions qui sont nécessaires auprès de nos clients. Nos clients, ils ont fondamentalement des enjeux multi-cloud, parce que l'ensemble de leurs besoins ne sont pas couverts, non pas à être uniquement dans une sphère souveraine, et donc pouvoir apporter des services de confiance, y compris sur des infrastructures qui sont moins de confiance, éventuellement les infrastructures des hyperscalers, et d'apporter justement des garanties complémentaires, des protections complémentaires. On le fait aussi avec un certain nombre de clients en service on top d'infrastructures moins souveraines pour apporter justement ce lien entre les 20% d'enjeux très totalement souverains et les 80% d'activités courantes des entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'une pure souveraineté. Alors, pour parler de l'écosystème, on a eu l'information récemment. Hein, vous avez annoncé un accord sur la création d'une joint venture avec Capgemini, Orange, et puis bien évidemment aussi, je crois, Microsoft. Et puis parallèlement à ça, ce matin, quand nos amis de Renault Group ont évoqué, ils ont évoqué effectivement le travail qui a été fait avec vous et notamment d'autres grands acteurs français dans leur software et public qui a été annoncé il y a quelques semaines. Votre stratégie, c'est d'être dans tous les écosystèmes, parce que quand on voit ça, on se dit vous êtes partout. Non, pas dans tous les écosystèmes, mais les écosystèmes qui sont critiques pour nos clients. Et le B2B, c'est un ecosystem play. Le B2C est devenu un mobile play. Le B2B, c'est un ecosystem play. Et si nous, en tant qu'Orange Business Services, nous voulons donner aussi des options à nos clients, il faut avoir différents partenaires. Et sur Software Republic, on travaille sur des solutions dans les métiers mobilité. C'est ce qu'on fait ensemble avec Capgemini. C'est la création d'une entité en France qui s'appelle Bleu, une société qui va être établie. Là, on va utiliser le moteur de Microsoft technologique, c'est-à-dire c'est la première fois où on fait, je dirais, la combinaison de innovation, richesse de fonctionnalités, mais aussi avec confiance, question de souveraineté. On aura l'occasion d'en parler justement avec Franck Grévry et Mathieu de Gallos qui vont venir cet après-midi nous expliquer aussi leur vision et leur expérience. Ma question, elle porte surtout sur le concept d'hybridation, qui est un concept dont on a beaucoup parlé avec Julia. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, en tout cas depuis le début de la journée, on entend beaucoup qu'il ne faut pas avoir une vision autarcique de la souveraineté. On entend aussi effectivement beaucoup qu'il faut peut-être aller chercher les briques technologiques là où elles sont les meilleures et finalement faire le meilleur mix. Absolument. C'est votre vision ? Et aussi en fonction de la criticité de l'information, comme vous l'avez dit avant, il y a des choses plus sensibles que d'autres. Et cette approche hybride, c'est aussi la vérité au sein des entreprises. 90% des entreprises aujourd'hui ont une stratégie multi-cloud. Pour des choses qui sont peut-être moins critiques ou moins sensibles, on utilise un cloud public. Pour des choses qui sont très spécifiques, exactement, on utilise plutôt cloud privé ou une cloud même souveraine. Et bien sûr, il y a une graduation différente entre marché public et aussi marché privé. Donc là, il faut avoir des réponses différentes. Et c'est non seulement les briques technologiques, mais c'est aussi la question qui va porter le service. Les hommes et les femmes, il appartient à quelle entreprise. Est-ce que cette entreprise, par exemple, est-ce qu'elle est soumise au Cloud Act ou pas ? Oui. Qui est une grande question en ce moment-là. Et c'est pourquoi je pense... C'est des choses qui peuvent changer aussi dans le temps. Absolument. Oui, vous avez raison. Et c'est pourquoi c'est non seulement une question pour la France, et je pense que la France, avec ce que Cédric vient de mentionner aussi, avec cette nouvelle politique de cloud de confiance, est vraiment très, très proactive comparé à d'autres pays européens. Vraiment très, très proactif. Mais c'est aussi une question pour l'Europe, vis-à-vis les autres continents. Et ça, c'est aussi, excusez-moi, un power play.
Une question plus générale, mais qui nous semble intéressante à vous poser, c'est vous qui êtes dans différents écosystèmes, qui avez initié beaucoup de choses, quel pourrait être l'écosystème le plus performant en matière de souveraineté numérique pour l'avenir? Vous le voyez comment l'écosystème, j'allais dire, idéal pour que ça fonctionne vraiment demain et que toutes les entreprises, notamment françaises, européennes et internationales qui travaillent avec vous, en fonction des réglementations bien sûr locales, se disent make sense. Là vraiment, j'ai la performance, j'ai l'innovation, j'ai la confiance, j'ai la sécurité, j'ai tous les ingrédients que j'ai évoqués. Ce serait quoi l'écosystème qui permettrait de fonctionner? Globalement, au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de technologies numériques où aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, hein, où on n'est pas en lead, très clairement. Et donc, il faut évidemment qu'on travaille sur le moyen long terme pour que l'Europe puisse se doter de ces outils qui lui permettent de reprendre plus d'indépendance. Donc là, il y a un travail à faire. Il y a d'ailleurs un certain nombre de financements européens qui sont ouverts, des appels à projets qui vont permettre de développer ce type de technologie sur le moyen long terme. Maintenant, on l'a aussi évoqué depuis ce matin, mais globalement, une bonne partie, pour ne pas dire la quasi-totalité des chaînes d'approvisionnement du monde numérique industriel d'aujourd'hui sont mondialisées. Et donc, il n'y a pas un pays qui peut prétendre maîtriser du sol au plafond la construction de ces briques technologiques depuis le matériel jusqu'au logiciel. Donc, ces interdépendances, il faut les gérer. Il faut les gérer, elles existent, elles sont là, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, même si on se dotait d'outils technologiques plus souverains à l'échelle européenne. Donc ça, il faut apprendre à le faire. Et donc la manière de cohabiter et de gérer des solutions qui vont être plus souveraines, des composants qui vont être plus souverains et moins souverains, c'est essentiel qu'on se dote de cette capacité-là. Et puis l'autre aspect, je pense, qui paraîtrait important, c'est à l'échelle européenne, d'une certaine manière, si on veut reprendre un peu la main, d'une certaine manière renverser la table, il faut aussi qu'on se dote des armes réglementaires, du cadre de travail réglementaire qui permet de faire ça. Les deux grandes hyperpuissances que sont les États-Unis et la Chine, globalement aujourd'hui, utilisent un peu l'Europe comme un champ de bataille ou un champ de test d'un certain nombre de choses, alors que sur leur propre territoire, ils ont parfois des réglementations un peu plus protectionnistes, on va dire. Donc l'idée, c'est pas en Europe de faire plus protectionnisme, mais c'est au moins d'équilibrer ce champ de bataille et de faire en sorte qu'il y ait une forme de réciprocité réelle dans les règles qui sont mises en place dans chacun des écosystèmes pour que tous les acteurs puissent jouer à armes égales. Et l'Europe a beaucoup d'armes à faire valoir sur pas mal de technologies, la cybersécurité, le quantique, l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment les moyens de préparer ce futur. Et en même temps, on voit qu'il y a, pardonnez-moi, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de plans qui sont faits individuellement dans chaque pays. Il y a le plan quantique français, le plan quantique allemand. On parle souvent d'intégration européenne et finalement on se rend compte que c'est assez fragmenté. C'est effectivement fragmenté, mais il y a des initiatives qui commencent vraiment à consolider ça. Déjà, on voit des réactions. Le Digital Market Act est une première réaction à l'échelle européenne. Et on a vu quelques pays, dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, solliciter le week-end dernier le renforcement aussi justement de ces mesures qui permettent de mettre à niveau, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on joue tous avec les mêmes armes. Et ça, c'est important dans une perspective européenne commune. Helmut, l'écosystème du futur pour vous? Oui, pour moi, ce sont les écosystèmes ouverts à des partenaires qui aussi acceptent les règles du jeu. C'est-à-dire, ça peut être défini, ce sont les règles européennes. Donc les mêmes règles pour tout le monde? Absolument, idéalement. En plus, il faut dire que là, sur l'Europe, à niveau européen, avec la création de Gaia-X, cette initiative porte quand même aussi comme but d'avoir un cadre de comparaison. Quels sont les différents niveaux de souveraineté ou pas? On n'a pas eu ça, cette transparence. Et comme chez nous aussi, la protection des données, le digital avec intégrité est importante. Donc, je trouve que ça, c'est une méthode très, très efficace. Et c'était une des choses qu'on a dit. Quand on a entendu parler de cette initiative, on dit on va être membre fondateur là-dedans parce que ça, c'est une initiative qui porte bien avec nos valeurs aussi. Donc, des écosystèmes ouverts avec des différents partenaires, ça peut être des partenaires d'orchestrateurs ou des partenaires aussi de technologiques, bien sûr, en respectant les règles. Et même avec des Américains, comme on le voit avec Gaia-X, qui a ouvert à des Américains, mais pas avec le même niveau de gouvernance que exactement. Et là, on va voir aussi je dirais une nuance graduelle entre les différents partenaires. Est-ce que ce sont plutôt des partenaires qui exploitent ou monétisent juste les données avec n'importe quelle mesure, ou est-ce que ce sont plutôt des acteurs qui sont déjà bien implantés avec de confiance aussi dans les entreprises? Bien sûr. Sans entrer plus en détail.
On a une question qui nous vient de certaines personnes qui nous regardent à distance. Alors c'est peut-être une question de DSI, mais c'est comment s'assurer finalement que la souveraineté numérique n'est pas un surcoût exorbitant pour son client? Je dirais... C'est vraiment une question de DSI. Hein. C'est un peu une question de DSI. Oui, mais on accepte cette question avec... je dirais, il y a maintenant, vu ce qui s'est passé à niveau géopolitique et à niveau global, on est entré dans une phase souveraineté 2,0, je dirais. Les solutions de la première étape, nous avons fait aussi quelques enseignements côté Orange Business Services là-dessus. C'était un peu limitant en ce qui concerne fonctionnalité. Ça, c'était un facteur limitant. L'autre facteur, c'était peut-être juste un pays et pas création d'échelle. Et 3, c'était peut-être aussi l'écart des prix. On a un bel exemple aussi en Allemagne où les prix étaient, il y a 5 ans, un écart de 30%, un markup, la prime de souveraineté. Certes, si je réponds à ce monsieur ou madame DSI, certes, 30%, ça c'est peut-être un peu trop. Donc on essaie aussi avec Bleu de trouver le bon équilibre pour donner une option aux entreprises françaises, à l'administration publique française aussi, de dire, OK, pour ces données sensibles, j'aimerais le faire dans un monde souverain, dans Bleu, avec un certain markup, mais au-dessous de 30%, bien sûr. En tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt Bleu et tous les projets d'écosystème de Orange Business Services. Merci Helmut, merci Cédric. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Merci.